à la veille justement de la décennie 2000-2010, feu Sa Majesté Hassan II a mis en place une commission spéciale pour réfléchir sur la réforme du système de l'enseignement supérieur. Cette commission a élaboré ce qu'on appelle la charte d'éducation et de formation. Cette charte, elle est très importante dans la mesure où elle a mis en place les grandes lignes de l'autonomie de l'université marocaine. Ces grandes lignes de l'autonomie, elles ont été concrétisées à travers la loi 0100 qui organise l'enseignement supérieur au Maroc. Donc, à partir de cette loi, au niveau pédagogique, le système LMD, qui est devenu un système mondial, a été mis en place au niveau de l'université marocaine. On a commencé par les licences, ensuite le master et ensuite le doctorat. Ça consiste en quoi le LMD? Le LMD, en fait, c'est un système international avec une licence ou un bachelor dans le monde anglo-saxon de 3 ans, un master en 2 ans après la licence ou après le bachelor et le doctorat en 3-4 ans. Ceci a permis au Maroc d'être en phase avec ce qui se passe dans les autres pays, que ce soit les pays au niveau de l'Europe ou les pays anglophones. Et ceci aussi a ouvert la porte à la mobilité des étudiants et des enseignants, et surtout la mobilité des cursus de formation. Je crois qu'on peut aller plus loin et dire qu'il y a eu une mondialisation en fait de l'enseignement supérieur. Le monde universitaire a commencé à parler le même langage via ce système LMD, parce qu'on a créé en fait des unités qui ont permis justement la communication au niveau du monde universitaire, que ce soit au Maroc et que ce soit dans les pays européens ou dans les pays anglo-saxons. Maintenant, j'arrive à la partie importante de mon exposé, c'était la gouvernance de l'université. À travers justement la loi 0100, la gouvernance de l'université marocaine a été, la gouvernance du système global de l'enseignement supérieur, elle a été redéfinie, elle a été recadrée en fait, dans la mesure où on a mis en place au niveau du ministère une commission nationale de coordination de l'enseignement supérieur. Au niveau des universités, on a donné de l'importance au conseil d'université. Au niveau des établissements de formation de cadres ou des établissements qui ne relèvent pas de l'université, on a mis en place un conseil de coordination de ces établissements. Et au niveau de l'enseignement privé, on a mis la même chose, une structure qui coordonne l'enseignement privé. Et toute formation devait passer par ces filtres pour être accréditée. Ça, c'est très, très, très important parce qu'à travers ce système, le ministère commence à donner ses orientations, à évaluer, à suivre et à accréditer en fonction des besoins nationaux. Et par la même occasion, j'ai passé en revue les grands programmes structurants au niveau national, à savoir le plan logistique, le pacte émergence industrielle, le plan Maroc vert, ainsi de suite. Ces plans sont très très importants pour l'université marocaine, dans la mesure où pour la première fois, les responsables de l'université, ils ont de la visibilité. Et ils peuvent, et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs, monter des filières de formation dans ces créneaux-là. Comme ça, les jeunes qui se forment dans ces créneaux, une fois qu'ils sortent sur le marché de l'emploi, ils ont des chances pour trouver du travail. Et là, c'est très très important. Donc il y a beaucoup de licences professionnelles qui ont été montées
beaucoup de masters dans ce cadre. J'arrive à la fin enfin je résume, hein, j'arrive à la fin de mon exposé et j'ai insisté sur la coopération maroco-française parce que le long de tout ce processus de la vie de l'université marocaine, la France a été présente et elle a accompagné le développement de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique au Maroc à travers un certain nombre de programmes d'appui. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la France suit de très près ce qui se passe au niveau de l'enseignement supérieur marocain. Actuellement, la dernière phase sur laquelle le ministère travaille, c'est le partenariat public-privé. Parce que l'État n'a pas les moyens pour continuer à créer des universités publiques dans lesquelles l'enseignement est gratuit. Donc elle se tourne maintenant vers le privé pour qu'il y ait des partenariats publics-privés pour monter de nouvelles universités d'un nouveau type. Par exemple, l'État peut mettre à la disposition d'un privé un terrain, elle peut appeler des promoteurs pour construire, donc elle met à la disposition des universités ou des universitaires qui veulent monter des établissements nouveaux ce patrimoine et on lance une nouvelle institution universitaire ou carrément une université nouvelle dans un nouveau cadre, à savoir le partenariat public-privé. Ça c'est très très important parce que ça va permettre d'absorber les bacheliers qui arrivent. Et le nombre de bacheliers à l'occasion, le nombre de bacheliers augmente de façon exponentielle d'année en année. Donc la seule manière pour contribuer justement à absorber ces bacheliers qui arrivent, c'est cette solution que notre ministère de l'enseignement supérieur est en train de mettre en œuvre. Donc voilà brièvement, sans trop rentrer dans le détail, la quintessence de ma conférence que j'ai donnée à l'ambassade. Merci. Je vais maintenant répondre à vos questions qui sont pertinentes. Moi, je pense que la formation des élites locales marocaines, elle est capitale. Sans formation d'élite, la régionalisation qui est en train de se mettre en place ne peut pas réussir. Et là, l'université doit jouer son rôle de promoteur et de moteur de développement régional. Au niveau de la formation d'abord, des élites, et au niveau de la recherche appliquée. Au niveau de la formation, l'université a la possibilité maintenant de monter des formations à la carte pour répondre à des besoins spécifiques, des responsables régionaux. Donc elle peut très bien monter des séminaires dans le domaine juridique, des séminaires beaucoup plus techniques dans le domaine de l'informatique, des séminaires dans le développement local, des séminaires dans le cadre de l'aménagement. Donc, elle a les moyens, à travers les institutions universitaires, les facs de droit, les facs de lettres, les facs de sciences. Et je crois que le partenariat entre les élus locaux et l'université, elle est capitale. D'ailleurs, dans mon exposé d'hier, j'avais précisé que les présidents des universités doivent chaque année présenter un rapport au niveau de leur région respective. Et dans ce rapport, il faut le bilan. Et là, justement, lorsqu'on fait l'évaluation de ce qui a été fait, on doit proposer aux élus, justement, comme vous dites, des formations ciblées pour qu'ils puissent assumer pleinement leurs responsabilités. Et là, je crois que c'est faisable
L'université doit faire un effort pour s'approcher, faire une offre aux élus. Les élus aussi doivent s'asseoir avec les responsables de l'université et monter des formations en fonction des besoins des élus. Justement, le discours de Sa Majesté, le dernier discours de Sa Majesté, a été capital parce qu'il s'est focalisé sur la régionalisation, qui est un chantier ouvert et un chantier en ébullition et qui va voir le jour dans les 2-3 années qui viennent. Dans cette régionalisation, il y a 2 aspects importants. Il y a tout ce qui est commun aux différentes régions, et c'est justement la promotion de l'identité nationale. Ça, c'est commun à toutes les régions. Donc l'université doit justement jouer son rôle pour que cette identité régionale, culturelle, islamique, arabo-islamique, berbère, sahraoui, soit un peu le cœur. Et d'ailleurs, la première mission de l'université, si on revient à la loi 0100 dont j'ai parlé tout à l'heure, la première mission de l'université, c'est la conservation de l'identité arabo-islamique, culturelle. Donc si on revient à la première... Donc l'université fait partie de sa mission, la notion de promotion de l'identité islamique. Et puis il y a des spécificités. Chaque région a ses spécificités. Les besoins de la région de Oujda, ce ne sont pas les besoins de la région du Grand Casablanca. Et là, justement, l'université est amenée à monter des filières de formation et des recherches qui répondent aux spécificités. Bon, je prends le cas, par exemple, de Rachidia. C'est une région riche en minerais. Donc, les recherches dans le domaine de la géologie, c'est des recherches qui doivent être prioritaires. Si je prends le cas, par exemple, de la région de Khouribga, de Esfi, là où il y a les phosphates, les recherches dans le domaine minier, l'exploitation des phosphates, les recherches dans ce domaine sont très importantes. Idem dans le domaine de la formation. Donc la région de Casablanca est en train de devenir, par exemple, une plateforme en matière d'entreprises innovantes dans le domaine de l'aviation, dans le domaine surtout dans les domaines des nouvelles technologies. Là aussi, les universités de Casablanca, Mohamedia, Stati Jdida, qui entourent Casablanca, doivent s'investir dans le domaine des nouvelles technologies. Donc, voilà quelques éléments pour contribuer à la réponse à vos questions qui sont très pertinentes et très larges, en fait. Merci. Au nom de toute l'équipe et les journalistes de Maglor, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette maison. Nous vous souhaitons plein de succès dans votre poste de directeur de cette belle maison et une pensée pour c'est Ahmed Zbar qui a fait du bon et excellent travail. Et je voudrais lui dédier aussi cet hommage pour tout ce qu'il a fait pour cette maison, qui est notre maison commune. Merci, merci monsieur le directeur.